Merci Fontevraud d'avoir pensé à appeler Jacques Roubaud. Merci Jacques Roubaud d'avoir fait confiance à l'Oulipo. Merci Valérie Baudouin de t'être retroussé les manches pour que toutes ces choses-là existent, pour que vous puissiez voir sur un écran le livre d'Aliénor, pour que vous puissiez voir vos mains à la télévision, ce qui n'est quand même pas une chose qui arrive tous les jours, donc profitez-en. Merci Valérie pour que le livre d'Aliénor existe, dont nous allons vous lire des extraits. Qu'il me soit permis aussi de remercier l'équipe culturelle de la maison qui a travaillé avec nous avec ardeur. Merci aussi à Elena Garcia Oliveros qui a été notre aide, plus que notre aide, notre créatrice ou co-créatrice pour tout ce qui est vidéo et que vous pouvez voir jusque là derrière. Et merci aux costauds de Fontevraud. Les costauds de Fontevraud sont des messieurs qui lèvent des écrans, qui soulèvent des montagnes, qui font pousser des pylônes en bois, qui taillent dans les arbres et qui fabriquent du son, qui vous mettent des baffles par paire, ce qui n'est pas rien, et qui vous permettent de nous entendre et de nous voir. Donc je voudrais vous présenter les membres de l'Oulipo qui sont ici présents sur cette table. Je vais donc commencer par la cour. Et à la cour, il s'agit de Michel Audin, puis Marcel Benabou. Je saute par-dessus la dame qui est à sa droite pour vous présenter Jacques Roubaud, puis Valérie Baudouin, dont je vous ai déjà parlé et que je remercie une fois encore, au passage, comme on dit, et à Jardin, donc Jacques Jouet, donc Gigi comme Jardin, et c'est son côté. Je suis Paul Fournel, le président de l'Oulipo. Et je voudrais vous dire que notre invité spécial aujourd'hui, un guest star, comme nous disons dans notre jargon, en vieux français, n'est autre que Madame Cathy Bernard qui est ici, donc je l'ai sautée tout à l'heure, elle est là. Et donc Cathy Bernard est venue pour nous lire l'occitan, car nous ne lisons pas très bien l'occitan. Enfin, en tout cas, moins bien que nous devrions. Donc elle est là pour nous lire l'occitan ancien. Puis comme elle est sympathique et comme elle lisait si bien l'occitan, on a décidé qu'elle lirait aussi du français. Donc voilà, nous avons embauché ce soir une oulipienne de passage. Donc nous vous remercions et je donne la parole à Jacques Roubaud et précisément à Cathy Bernard pour entamer cette lecture. Toute la poésie de l'Europe contemporaine est née à la fin du XIe siècle en Occitan avec le grand seigneur Guillaume IX d'Aquitaine. Guillaume IX d'Aquitaine était grand-père d'Aliénor d'Aquitaine que nous honorons ici. Et un des poèmes les plus fameux de Guillaume IX d'Aquitaine va être lu maintenant par Cathy Bernard et moi-même, d'abord en occitan, alternant avec la traduction française de Cathy Bernard. Et ce poème a été connu dans toute l'Europe. Farai un vers de dret nien. Non er de mi, ni d'autra gent, non er d'amor, ni de juvent, ni de renau, que nans fut troubat s'endorment, sus un chibau. Je fais un chant de pur néant. Il n'est de moi, ni de nul autre. Il n'est d'amour, ni de jeunesse, ni de rien d'autre, puisqu'il fut trouvé en dormant sur un cheval. No sai en quel orem fuinats, no sui alegres, ni irats, no sui estranys, ni sui privats, ni nun puescau, que n'ai si fui de noits, fadats, sobre un puech au. Je ne sais l'heure où je suis né. Je ne suis joyeux ni chagrin. Je ne suis ni lointain ni proche, et n'y peux rien, puisque je fus de nuit faé sur haute cime. No sai corum fui endormits, ni corum vei, somnomodits, per poc només lo cor partis d'un dol curau, et no m'ho prets une frumits, per sen marsau. Je ne sais pas quand je m'endors, ni quand m'éveille, sans avis. D'un peu, mon cœur se briserait d'un mal cuisant, et ça m'importe autant qu'un rien par Saint Martial. Malade sui, et cremi mourir, e renosai mas qu'un nov dir, medge que rai, al mieu albir,
et nom saitau. Vous metz si me pot guérir, mort nous, si amau. Je suis malade et crois mourir, et n'en sais que ce que j'entends. Un médecin à ma hauteur, je n'en vois pas. Il sera bon s'il me guérit, mauvais sinon. Amiga eu, no sai qui cesse. Quand no la vie si m'ajoute fes. Ni me fes qu'em plaça, ni qu'em pes. Ni nous mencau. Quand nous nac, normand, ni français, ni monoustau. J'ai une amie, je ne sais qui. Jamais ne la vis, par ma foi. Elle ne me fit bien ni mal, et peu manchot, car n'eut nul normand ni français dans ma maison. Anc nun la vie, et am la forte. Anc nous nec dreit, ni nous fes tort. Quand nous la veille, bémen des portes, non pres une jau. Quien sai gen sort, et belazor, et que maris vau. Jamais ne la vis, mais fort l'aime. Jamais n'en eut ni droit ni tort. Quand je ne la vois, bien m'en trouve, et peu m'importe, car j'en connais une plus noble, plus belle et grande. No sai luluec ves un cesta, si es em poetch o es em pla, nous n'ose dire lu tort que ma, abans mencau. Et pes em bé, car sai rema, per aitan, vau. Je ne sais où elle demeure. Si c'est en cime ou bien en plaine, je n'ose dire ses offenses, car peu manchot et fort me pèse sa présence, alors je pars. Fait ai l'ouvers, no sai de qui, et trametrai lu à celui que l'um trametra per autrui, en ves peitau, qu'em trameses del ciel estui, la contraclau. J'ai fait le chant, ne sais sur qui, et je l'enverrai à celui qui me l'enverra par un autre vers le Poitou pour qu'on m'envoie de son étui la contre-clé. N'étant pas poète, comme le sont mes camarades oulipiens, mes historiens, ma contribution a pris une forme historique. Je ne peux pas vous la lire intégralement, et je vais donc résumer le début. Dans un premier temps, j'ai examiné l'arrière-plan familial et le contexte littéraire dans lequel a vécu Aliénor, en mettant en valeur le fait suivant: l'existence dans la poésie des troubadours d'une véritable obsession du rien, ce que Jacques Roubaud, dans ses études sur l'éros mélancolique, a dénommé à juste titre la maladie du néant. Et c'est ce qui va me permettre de comprendre le mystère du livre d'Aliénor. Disons-le tout de suite, Aliénor ne lit pas. Aliénor ne peut pas lire. Le livre qu'elle tient n'est porteur d'aucun texte visible. Et à moins d'imaginer qu'il ait été enduit d'une encre sympathique suffisamment persistante pour avoir tenu 8 siècles sans avoir livré son secret, il s'agit donc d'un livre muet. Ce mutisme, on ne peut le comprendre que si l'on accepte de le mettre en relation avec cette obsession du néant, cette maladie du rien que je viens d'évoquer. Le choix du livre muet peut alors apparaître pour la reine comme une façon de se situer dans la continuité du cheminement entamé par son grand-père, l'auteur du poème que vous avez entendu, ce poème de Drei Drien, et poursuivi après lui par divers troubadours, dont Èble II de Ventadour, dont il sera de nouveau question bientôt. Mais Aliénor a le courage d'accomplir un pas décisif. Elle sait qu'au terme de ce cheminement, il ne peut y avoir que le silence. Mais elle est bien consciente aussi de cette aporie qui fait qu'on ne peut parler du silence sans aussitôt le rompre. C'est pourquoi elle décide d'en donner une représentation matérielle. Le livre de marbre aux pages vierges que ses mains portent est chargé de dessiner très exactement les contours d'un texte absent et, ce faisant, permet de donner une présence à cette absence. Nous avons là une démarche originale en Occident,
mais dont on trouve comme un lointain écho en Orient, dans une scène fréquemment représentée par des peintres chinois ou japonais. On y voit deux hommes assis qui semblent écouter de la musique. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on découvre que l'instrument auquel ils prêtent une oreille si attentive est un luth entièrement dépourvu de cordes. On comprend ainsi que le véritable héros de la scène est le silence. Livre en Occident, livre muet en Occident, instrument muet en Orient, la parenté, par-delà les âges et les civilisations, me semblait mériter d'être relevée. Cela une fois admis, nous pouvons faire un pas de plus et montrer combien le geste audacieux d'Aliénor s'est révélé fructueux. Il nous faut d'abord souligner son caractère prémonitoire. Il annonce, ou plutôt il amorce, dans l'histoire de la poésie française, un mécanisme dont les effets n'apparaîtront que bien des siècles plus tard. On sait que depuis Hölderlin ou Rimbaud, sans doute, et certainement depuis la crise de vers mallarméenne, les poètes sont entrés, par rapport au langage, dans l'ère du soupçon. Plus question de faire confiance aux mots, de s'en remettre à eux. Le dire poétique s'est heurté de plus en plus rudement aux insuffisances, aux pièges du langage. Certaines expériences, intimes ou collectives, ne pouvaient plus être traduites en mots. D'où un continuel et progressif cheminement vers le silence. On n'en finirait pas de relever les déclarations de tous ceux, poètes ou prosateurs, qui se situent résolument dans cette problématique. C'est bien entendu Keats, avec son fameux « Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter ». Les mélodies entendues sont douces, mais celles qui n'ont pas entendu sont encore plus douces. On peut citer, mais souvenons-nous de Vigny, à voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ou bien Laforgue, mon Dieu, que tout fait signe de se taire. Et je ne saurais oublier, bien entendu, le trop méconnu Malurcé et son alexandrin célèbre « Sur le vide papier sont les chants les plus beaux ». De cette approche qui nous permet d'associer Aliénor à l'un des courants majeurs de la poésie contemporaine, nous pouvons passer à une autre. Elle nous permettra d'interpréter le livre blanc comme une sorte de cénotaphe, de monument élevé à tous les livres non écrits, à tous ces ouvrages fantômes qui ont occupé des années durant l'esprit de leurs concepteurs, mais qui n'ont finalement jamais vu le jour. Mais il est encore une autre voie à explorer, celle où le silence n'est pas la conséquence de l'épuisement du langage ou de son absence, où il est au contraire, si j'ose dire, la continuation de la parole par d'autres moyens. Et c'est là que je suis obligé d'évoquer une des grandes trouvailles du président de l'Oulipo, François Le Lyonnais, qui a fait la théorie du poème de 0 mot. On a évoqué depuis longtemps l'importance des blancs lorsqu'ils sont savamment distribués dans un texte. Ils ont la faculté de stimuler l'imagination du lecteur, forcé d'aller puiser dans son propre fond de quoi rétablir les liens manquants. Mais qu'arrive-t-il quand le blanc a tout recouvert, quand il règne en maître sur la page ? N'est-ce pas pour le lecteur l'ouverture d'un champ immense offert à sa liberté ? Cela dit, il faut pourtant prendre garde à quelque chose. Le poème de 0 mot, tel que le conçoit François Le Lyonnais, n'est pas exactement un rien comme celui que nous avons vu tout à l'heure. Il existe bel et bien. Et exactement comme le Dieu de saint Anselme, son idée et sa réalité sont inséparables, indissolubles. Il s'apparente aussi à l'éclair dont il a l'intensité aussi bien que la fugacité. Comme lui, il passe sans laisser de traces. L'on n'a donc pas, me semble-t-il, assez mesuré l'utilité de ce concept en histoire littéraire. Il permet de résoudre bien des énigmes. Il nous aide en particulier à trouver une explication rationnelle pour les périodes de prétendu silence qu'ont connu tant de grands poètes, Rimbaud, Valéry par exemple. Ne peut-on pas, ne doit-on pas considérer ces périodes comme ayant été consacrées à la composition de poèmes de 0 mot ? Tels sont quelques-uns des résultats auxquels, de proche en proche, m'ont mené mes réflexions sur le livre d'Aliénor. Elles montrent, et c'est pour moi l'avancée essentielle, mise en possession de cet outil conceptuel précieux qui est le poème de 0 mot. Grâce à cet outil, nous pouvons
revenant sur nos pas, proposer une nouvelle hypothèse sur le sens à donner au livre qui nous occupe. C'est ni plus ni moins qu'une anthologie de poèmes de 0 mot. François Le Lyonnais avait affirmé que malgré toute sa richesse, l'anthologie des poèmes de 0 mot tiendrait aisément sur un timbre-poste. J'affirme qu'elle tient encore mieux sur une page de marbre. L'essentiel reste maintenant d'affecter un auteur à cette anthologie. Je propose résolument Èble II de Ventadour, en raison de la place centrale qu'il occupe parmi les poètes de son temps. Il se situe en outre à la jonction entre 2 êtres particulièrement chers au cœur d'Aliénor, Guillaume IX, dont il fut le disciple, et Bernard de Ventadour, dont il fut le maître. Par une étrange prémonition, il semble bien qu'en lui rendant cet hommage muet, Aliénor ait eu en tête une pensée fort semblable à celle que devait exprimer quelques siècles plus tard Maurice Blanchot, et que je vous livre pour terminer. Je cite: « Les chemins et les travaux de l'esprit qui tentent l'impossible sont des sujets de méditation inépuisables. On admire les fruits visibles de son art, mais on ne cesse de songer aux opérations qui n'ont abouti à rien de visible et dont tout l'acte a été dans une absence impénétrable et pure. » Je vous remercie. Après la révélation que vient de vous faire Marcel Benabou, je vais maintenant vous lire une réponse moderne au poème de Guillaume IX que vous avez entendu. Ça s'appelle « Le vers de Gnien-Gnien ». Je vais faire un poème sur pas grand-chose. Je pourrais le faire sur rien et en prose, mais je ne sais rien de rien, sinon qu'on en cause. Qui s'en soucie? Je l'ai écrit sur mon pieu, à l'encre rose, puis j'ai dormi. Je suis né en 1932. Je suis triste tantôt, tantôt joyeux. Qui s'en soucie? Jeune j'étais au début, maintenant vieux. Hier était moche, aujourd'hui ce n'est pas mieux. Et v'là la vie. Quand je dors, sûr, je ne suis pas éveillé. Il y a un bug dans mon cœur, il faut le surveiller. Si je dois être debout, je me mets sur pied. Qui s'en soucie? Quand je suis assis longtemps sans bouger, j'ai des fourmis. J'ai un bon médecin, c'est le docteur Vareille. Elle me prend ma tension et la surveille. Elle me donne un médicament qui fait merveille en pharmacie. On n'en trouve pas beaucoup qui soient pareils à celui-ci. J'ai une épouse dont je suis le mari. Je la connais et elle me connaît aussi. Notre appartement n'est pas très grand. Aussi, pas de souci pour nous rencontrer dans la journée. La nuit, ça va, merci. Mon poème est fini, je vais le signer. Jacques Roubaud, c'est mon nom. Je l'enverrai par mail à tous les Olympiens. Ça m'étonnerait qu'ils s'en soucient. Ils diront, mais quelle est la contrainte? Ah, c'est vraiment dur d'être incompris. Un monostique pour Guillaume IX. Je me dois d'abord de vous prévenir, le monostique est un poème très court. Un monostique pour Guillaume IX. Son aile de néant lui permet de chanter. La morale élémentaire est une forme poétique inventée par Raymond Queneau, qui était donc l'autre fondateur de l'Oulipo avec François Le Lyonnais que Marcel a cité tout à l'heure. Cette forme va être utilisée pour évoquer les ombres de Fontevraud. Robert d'Arbrissel, converti fougueux, pieds nus, troupe hirsute, prêcheur insatiable, couche partagée, chair allumée, ardeur éteinte,
martyr nouveau. Cité monastique, abbesse élue, homme soumis, humiliation inédite. Tu fixes les règles, qu'elles n'aient jamais. Tu pars prêcher, tu meurs loin. Ton corps revient ici, fantôme invisible. Discours inutiles, paroles superflues, lecture contrôlée, silence continuel. Aliénor. Mythe doré, légende noire, reine insoumise, mouvement perpétuel. Manteau ouvert, taille resserrée, drapé moulant, mouvement figé. Clôture monastique, communauté double, autorité féminine, retraite méritée. Pensais-tu rester ici, fermer les yeux, tenir ton livre, méditer, pour toujours immobile? Livre blanc, silence éternel, regard lointain, lecture silencieuse. Les confidences. Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Guillaume IX, le troubadour, lui dit « Grandis, on chantera pour toi, petite. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, sa mère lui dit « Tu es l'autre Aénor. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, son frère, Guillaume Aigret, lui dit avant de mourir « Tu sais le latin, la musique et la littérature. Apprends à chasser à cheval. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, son père Guillaume lui dit « Je meurs pèlerin. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi Louis VI le Gros lui dit « Tu épouseras mon fils, fais semblant de l'aimer. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi Louis VII, son époux, lui dit « Faites-vous aimer. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi Louis VII, son époux, lui dit « Madame, couvrez-vous. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Constance d'Arles, son amie, lui dit « Achetons-nous des robes folles et des atours. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Marcabru, le troubadour, lui dit « Je chanterai l'amour de vous. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi Louis VII, son mari, lui dit « D'accord, je vire Sugère et je soumets Lezay. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi Louis VII, son mari, lui dit « Tu n'y penses pas. Je ne peux pas dissoudre le mariage du vieux borgne Raoul de Vermandois pour faire plaisir à ta sœur Pétronille. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Pétronille d'Aquitaine, sa sœur, lui dit « Merci, sœurette, je suis comblée avec mon vieux mari borgne. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi Louis VII, son mari, lui dit « Tu as exagéré. Le pape a jeté l'interdit sur mon royaume. Tu viendras avec moi à la croisade. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le troubadour Geoffrey Rudel lui dit « J'accepte de venir avec vous en Orient, mais j'espère fermement que j'en aurai reconnaissance. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, son oncle Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, lui dit « Je vous aime, chère nièce. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Sugère lui dit « Plaidez la consanguinité. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Élinan de Froimont lui dit « Putain, plus que reine. »
Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le jeune et bouillant Geoffroy Plantagenet lui dit « Ma chère vieille épouse, ma conquête, vous êtes mon plus vaste territoire. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Thibaut du Bec, archevêque de Cantorbéry, lui dit « Faites pour le mieux, Majesté. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion lui dit « Maman. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, André le chapelain lui dit « Madame, j'ai fini de composer les règles de votre cour d'amour. Quand il vous plaira. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le chevalier Arnaud Guillem de Marsan, troubadour, lui dit « Merci. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Bernard de Ventadour, le Normand, lui dit « Chère duchesse de Normandie. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le roi d'Écosse, Guillaume Ier, lui dit « Enfonçons le roi !» Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Bérengère de Navarre lui dit « Dois-je vraiment traverser les Alpes et l'Italie en votre compagnie pour épouser votre fils ?» Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, Jean Santerre lui dit « Merci, mère, d'avoir conduit Blanche de Castille jusqu'ici. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, son fils Jean lui dit « Mère, vous êtes libre. Retournez en paix à Fontevraud. » Se penchant à l'oreille d'Aliénor d'Aquitaine, le père abbé de Fontevraud lui dit « Votre âme est sauve. Serrez ce livre entre vos mains. » Le livre d'Aliénor. Morte, allongée, Aliénor, dans ses mains de gisante, tient un livre. Je le regarde, ouvert devant mes yeux. Appuyé sur 2 doigts de chaque main, mais si tout semble prêt pour la lecture, sur les pages du livre, il n'y a rien. Pas un seul mot n'est là, rien, sur les pages du livre d'Aliénor. Étrange proposition de lecture que celle-là, page blanche d'un livre, que morte, la lectrice eut dans ses mains, mais qui n'offre qu'un néant à ses yeux. J'observe de près ses yeux. Il me semble qu'il ne regarde rien. Sous la violence des siècles, la main a perdu son pouce droit. Aliénor perpétuellement soutient son livre, le regard ailleurs. Pour quelle lecture? Décidée pour la lecture, les pages grises de poussière, aux yeux, vont-elles se remplir de signes? Livre qu'un ange saurait, à partir du rien, emplir de lumière pour Aliénor et guider vers l'écriture sa main. On imagine sa main prête à la tourne des pages, lecture de prières, de psaumes qu'Aliénor voulait voir toujours offert à nos yeux. Ou ce serait le poème du néant, du pur néant recueilli en ce livre. Que chacun invente un livre, qu'il le confie en pensée à ses mains, qu'il y médite la leçon du rien, de la mort terminable, et la lecture en soit proposée silencieuse aux yeux de la gisante en attente, Aliénor. Je vais vous lire une petite partie d'un texte un peu long qui s'appelle « Le livre que lit Aliénor que nous lisons ».
je me suis attachée à la façon dont nous, aujourd'hui, nous pouvons penser à Aliénor, mais pas d'un point de vue de poète, plutôt d'un point de vue historien. Je vous lis la toute première phrase du texte et puis un paragraphe vers la fin. Donc, le livre que lit Aliénor que nous lisons, ça c'est le titre. Et la première phrase, c'est « Le livre que lit Aliénor que nous lisons n'est pas un livre que lut Aliénor. » Mon regard recherche, entre les nuages, les coins de ciel bleu, d'un bleu aussi vif qu'il avait dû l'être. Et entre les pages des dictionnaires, les mots qu'elle-même aurait pu utiliser. Troubadour, oui, mais pas croisade. Au cours des guerres en Palestine du siècle d'Aliénor, les chevaliers ne portaient pas d'écussons, n'étaient pas des croisés, et la croix ne luttait pas contre le croissant. Des anachronismes. De même que la fourchette, et même l'utilisation de la pointe du couteau pour porter le morceau de viande à sa bouche. Du paysage, je gomme les résidences secondaires pour retrouver ceux et celles qui s'affairaient dans les champs défrichés et les potagers, que je ne peux qu'imaginer. Et je sais que les historiens frémissent à l'idée de description imaginée. Mais qui puis-je ? Le plus difficile est de recréer les bruits. Comme la musique des troubadours, le tintamarre des chants d'oiseaux a disparu. J'imaginerais bien aussi Aliénor discutant avec les philosophes de son temps, une correspondance avec Maïmonide à Cordoue. Mais c'est un autre texte que j'écris, dont je dis que c'est le livre qu'elle lit, dans lequel j'essaye de comprendre comment voir le monde et les paysans autour d'elle, avec leur vie et leurs amours, leurs peines, et les tailleurs de pierre qui construisirent le monument qui l'abrite, avec beaucoup de ferveur et encore plus de douleur et de malheur. Comment retrouver ceci sur la pierre où il n'y a rien ? Poème de Gisant. Gisant 1. Sigy, Henri Plantagenet. Sigy, Richard Cœur de Lion. Sili, d'Aquitaine, Aliénor. Ali, Énor, Richard, Henri, Ali, Énor, Henri, Richard. C'est pour toujours qu'Aliénor lit le livre blanc de la vie, que son œil grave sur pierre. Livre, pierre, page, blanche, lire, lire, livre de vie. Pendant que ces deux hommes dorment et qu'Isabelle se raidit, Aliénor toujours pierre lit. Gisant numéro 2. Aliénor est une indocile. On la jure trop court vêtue. On lui fait tort d'aimer les hommes. Libre, folle, riche, frivole, enjouée, oisive, belle, froide. La reine achète des bijoux. La reine exige des atours. Elle ose montrer sa cheville. Folle, libre, frivole, riche, oisive, enjouée, froide, belle. La reine veut ses troubadours. Geoffrey Rudel vient en croisade. Marcabru déplaît à la cour. Gisant 3. Aliénor, fille, épouse, reine, mère. Mais quelle femme, Aliénor, es-tu ?
ignorer tes désirs, tes amours, ton âme, ton cœur, ton corps, tes mains, tes seins, ta joie, ton chant, tes peines, tes goûts, vins ou douceurs, caresses, écrire ou lire, écouter, voir, ou toi-même, Aliénor, chanter, tes yeux, ton rire, ton sang, tes rêves, tes vœux, tes pleurs, tes larmes. canso d'amour, poème de guerre, mais quel livre, Aliénor, lis-tu? C'est ton secret, la page est blanche. Gisant 5 pour Aliénor. Le regard d'Aliénor concède le droit au silence du livre. Sur ses yeux, l'ange posera Yeux pleins, yeux vides, yeux loin, yeux proches, yeux clairs, yeux sombres. l'aile qui prévoit la beauté, le repenti, au roi, aux reines. En premier s'adressent les psaumes. Cœur clair, cœur sombre, cœur pur, cœur trouble, cœur lourd, léger. De la pénitence royale pour les fautes de longue vie avant la longue éternité. Les mains des gisants de Fontevraud, Sextine continue. À supposer qu'on me demande, en le rémunérant rubis sur ongle, à semblable poème, dit Sextine, de pencher sa pensée sur les deux mains des gisants de Fontevraud sans furoncle, qu'on exige de ces 39 marches, si les vers étaient des marches d'un escalier construit à la demande, qu'elle gratte le sens comme un furoncle afin d'interpréter de tous ses ongles bien soignés et limés au bout des mains la position, le geste, la sextine se défonce, la sextine, pour nommer le sceptre bâton de marche sur et sous de Henri II les deux mains, tant il courait, pourquoi je me demande, et je le sais, défendre bec et ongles l'empire contre l'assaut des furoncles, nommé Richard ce furoncle, loin du cœur et près du lion, la sextine ne cessa que trop sur le bout des ongles, les doigts n'étant plus en état de marche ni de réponse à la moindre demande, d'Isabelle aux belles mains, le rassemblement paisible des mains sur la poitrine, cachant un furoncle symbolique lié à la demande, et à l'offre en mariage, la sextine la conduit 2 fois aux marches de l'autel, mord ses doigts, ronge ses ongles, amour n'étant qu'accroc d'ongles, nommé d'Aliénor la fonction des mains, ni pour la prière, ni pour les marches, ni pour le rien, ni gratter le furoncle, lire les heures, non, cette sextine, comme en fit le trouveur à sa demande, en s'agaçant des ongles le furoncle, en maniérant de ses mains la sextine, marche forcée, contrainte à la demande. On va finir avec un poème qui s'appelle Aliénor Su. Donc Aliénor Su, ça s'écrit avec les lettres A, E, I, L, N, O, R, S, T, U. Là, je vous les ai dit par ordre alphabétique. Ces 10 lettres sont les 10 lettres les plus employées dans la langue française, ce qui fait qu'il n'est pas très difficile d'écrire des poèmes en utilisant que ces lettres-là. Néanmoins, ce poème est ce qu'on appelle à l'Oulipo un beau présent, c'est-à-dire qu'il est écrit exclusivement avec les lettres de Aliénor Su. Souvent, on voit écrit ces lettres A, E, I, L, N, O, R, S, T, U, parce que c'est les lettres les plus courantes. Et moi, j'ai toujours, en regardant ces lettres écrites par ordre alphabétique, j'ai toujours lu Aliénor Su avant même de savoir qu'on allait écrire ce livre. Donc, je me suis donné le plaisir d'écrire ce poème. Donc, tous les mots n'utilisent que ces lettres-là. Et ils sont rangés par thème. Le pouvoir, la guerre, l'église, le paysage, la musique. Et le poème essaye de reconstituer, d'imaginer Aliénor et les lieux et les façons dont elle a vécu.
Aliénor sut. À tour satiné et trône rutilant, rois et reines aïeuls, le lion roi ensuite. Aliénor sut. Luttes et tueries, les têtes étoilées, le ruisseau tari et la terre rasée. Aliénor sut. Les autels ornés, l'astère et la rose, le rituel latin, soutanes et tonsures. Aliénor sut le sentier, la route, les roseaux, les zones, les astres, la lune, l'allée et la loutre. Aliénor sut les arts, les arias, les notes et les tons, la ré sol si la, leurs altérations. Lente, la nuit s'étire, trône, autel ruiné, souriante et usée, là où tout s'est tu. Aliénor reste, sereine, seule reine. Aliénor lit, Aliénor sut. Merci à tous d'être venus nombreux. Ne bougez pas. Vous pourrez prolonger la lecture grâce au petit livre d'Aliénor qui est ici et qui vous a été remis ou qui vous sera remis lorsque vous sortirez, mais auparavant, Tre Fontane. Dans quelques minutes, le temps de bricoler les tables, rebricoler les micros et Tre Fontane jouera pour vous. Merci et bonne soirée.